Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 1er avril 2024 et voici les principaux titres. Le phénomène de cambriolage à Moussaga, les habitants de cette zone de la ville de Bujumbura évoquent des attaques nocturnes. Et les habitants du secteur Gatete accusent le chef de cette localité de les malmener. Nous allons nous y rendre au début du journal. Et nous allons également parler de la recrudescence des assassinats dans le pays avec une chercheuse en criminologie. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, les habitants de la zone Moussaga en commune Mouha, nous sommes dans la mairie de Bujumbura, vivent dans une peur panique à cause du cambriolage pendant la nuit qui se manifeste dans cette localité ces derniers jours. Selon la population, des jeunes gens s'introduisent dans les avenues pour attaquer les passants et leur voler ce qu'ils ont en main. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Le banditisme est commis dans certains quartiers de la zone Moussaga, commune Mouha de la mairie de Bujumbura, a été signalé dans les quartiers Gasekebouye, à la première et à la deuxième avenue de Moussaga, ainsi que sur certaines avenues du quartier Kinanida. Selon nos sources locales, ces vols sont perpétrés par des jeunes adolescents qui se sont révoltés contre l'éducation parentale pour s'adonner à la drogue. Un habitant de Moussaga, victime de tels cambriolages, indique que ces forfaits sont commis surtout pendant la nuit, sans épargner la nourriture. Nous enregistrons ces derniers jours du cambriolage à grande envergure. Dernièrement, moi-même je suis arrivé chez moi en pétard dans la nuit et j'ai réalisé qu'on m'avait volé un sac de charbon et l'huile de cuisine. Ça dépasse l'entendement. Au crépuscule, ces jeunes adolescents s'apprêtent à profiter de l'obscurité pour s'introduire dans les avenues des quartiers et ainsi agresser les passants. Certains de ces jeunes voyous attaquent les passants en pleine rue dans les quartiers. Souvent, ils agressent les femmes et les dépouillent de leurs sacs à main et les téléphones portables. Ils rançonnent également des hommes qui sont en train de répondre à un appel téléphonique. À ce sujet, nous n'avons pas encore pu joindre Emmanuel Nyokindi, le chef de zone Moussaga, afin qu'il tranquillise ces sujets. Je vous le disais également en titre, le chef du secteur Gatete, situé en zone Gatete de la commune Rumongue, en province Rumongue, est accusé de malmener la population. Récemment, comme l'indiquent certains habitants de Gatete, cet administratif à la base a violenté de paisibles citoyens qui étanchaient leur soif. Éloge divin, Remécha nous en dit plus. Avant qu'il ne soit le chef de secteur, il était un voleur connu. Cette personne citée comme étant expérimentée dans l'exécution des actes de vol, c'est Pascal Manirabona, chef du secteur Gatete, situé en zone Gatete de la province Rumongue. Selon certains habitants, cet administratif, à la base, ne commet pas seulement des vols. Il est accusé également de brutaliser ses sujets. À titre illustratif, cet administratif a malmené vendredi courant de paisibles citoyens qui étanchaient leur soif. Vendredi aux environs de 21h30, il est venu dans un bar et a commencé à frapper des citoyens qui étanchaient leur soif après les avoir ordonné de dormir par terre. Celui qui voulait partir devrait lui donner une somme de 10 000 francs et aussi, il y en a qui ont vu leur argent de poche être saisi par cette autorité. Après, il est parti dans un autre bar appartenant à un certain Kavumbago et géré par une dame qui s'est vue obligée elle aussi de donner 10 000 francs et a été tabassée. Compte tenu des violations dont ils sont victimes, ces habitants du secteur Gatete ne souhaitent que le remplacement de leur chef.
Il semble oublier qu'il occupe son poste pour l'intérêt de la population. Il devient de plus en plus un perturbateur, d'où les habitants demandent que cet administratif soit démis de ses fonctions et remplacé par un homme. La rédaction de la RPA a téléphoné Pascal Manirabona pour recueillir sa réaction sur les accusations de ces sujets, mais en vain. Nous avons aussi téléphoné Yvette Nimodjedje, chef de la zone Gatete, mais cette dernière s'est abstenue de tout commentaire. Imbonerakure figure parmi les auteurs des assassinats signalés dans différents coins du pays. Les policiers et les agents du service national de renseignement sont également pointés du doigt. Au total, 26 cas d'assassinat ont été répertoriés par la rédaction de la RPA dans 8 provinces du pays au cours du mois de mars qui vient de s'écouler. Parmi les victimes, il y avait 6 femmes et un enfant. Inès Gakiza. La province Chibitoke vient en tête avec 8 personnes tuées. Elle est suivie par la province Kayanza où 6 personnes ont été assassinées. En troisième position vient la mairie de Bujumbura avec 3 cas d'assassinat. Dans les provinces de Bubanza, Ngozi, Kirundo et Gitega, la rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes tuées dans chacune de ces provinces. Et enfin, une personne a été tuée dans la province de Lutana. Au total, le bilan dressé par la rédaction de la RPA est de 26 personnes assassinées dans 8 différentes provinces durant le mois dernier de mars. Parmi elles, 12 personnes ont été poignardées dans les provinces de Chibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Gitega et en mairie de Bujumbura. 11 autres ont été retrouvées mortes dans les provinces de Chibitoke, Lutana, Bubanza, Kayanza, Kirundo et en mairie de Bujumbura. Et 3 personnes ont été fusillées dans les provinces de Gitega, Ngozi et Bubanza. Parmi toutes ces victimes, 6 sont des femmes qui ont été tuées dans les provinces de Chibitoke et Kayanza et 2 d'entre elles ont été égorgées. Parmi toujours ces victimes d'assassinats commis au cours du mois dernier de mars, se trouve un enfant tué dans la province Kayanza. La sorcellerie, les conflits fonciers et familiaux et les vols sont à l'origine de ces assassinats. Certains auteurs ont été identifiés comme des Imbonerakure, des policiers et des agents du service national des renseignements. Il n'y a aucun doute que des cadavres qui ne cessent d'être découverts dans différents coins du pays sont des victimes de la barbarie du pouvoir en place et le régime du CNDD-FDD. Analyse de la chercheuse en criminologie selon Nadine Niwigira. Cette nouvelle stratégie utilisée par Gitega pour assassiner les citoyens burundais est un plan minutieusement préparé et approuvé à l'avance. Tout ce qui s'est fait, que la RPA vient d'investiguer sur les 3 personnes qui ont été arrêtées et par après trouvées mortes dans des toilettes. Cela montre en fait que c'est une continuité, cette sorte de structures criminelles en fait qui sont abritées par toutes les structures étatiques où il y a toujours une organisation à travers lesquelles ces gens-là puissent corrompre les structures qui devaient prendre part pour la justice de ces gens-là victimes de ces crimes. Ce sont des crimes vraiment qui sont instigés, qui sont organisés à l'échelon supérieur et dans des structures étatiques qui savent comment organiser ce genre de crimes sans laisser des traces parce qu'il y aura toujours des boucs émissaires comme ça s'est passé avec ces nouvelles assassinats où on dit que c'était des bandits qui les ont assassinés, qui avouent eux-mêmes. Ça vraiment, c'est ce que j'appelle la théorie du bouc émissaire. C'est vraiment une organisation très structurée, très minutieuse. C'est une criminalité qui est bien protégée, qui est protégée par les structures, les différentes structures de l'État. Et ce sont des crimes qui sont protégés par le système judiciaire, le système administratif. C'est toutes les structures en fait qui sont mises en jeu pour camoufler, pour cacher, pour effacer les traces de ce genre de crimes parce que ça touche réellement le fond de la machine étatique. La chercheuse Nadine Niwigira sera notre invitée à la fin du journal. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette édition sur les comptes YouTube, Facebook et X de la radio publique africaine RPA Idri Gihugu. Dans un instant, nous abordons la page gouvernance. RPA.
Les travaux de construction du marché central de Bujumbura ravagé par le feu il y a de cela 11 ans n'ont pas encore commencé du fait qu'il y a des études qui sont toujours en cours pour voir tout ce qui est nécessaire pour réaliser ce projet. Propos du porte-parole du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux ce vendredi. C'était au cours de la conférence publique des porte-paroles des différentes institutions gouvernementales qui s'est déroulée au chef-lieu de la province Karuzi. Jeanne Mukenguruka a également fait savoir que le gouvernement du Burundi est toujours en train de chercher des fonds pour la construction du dit marché. C'est vrai, il y a eu une démonstration du plan de construction du marché central de Bujumbura. Actuellement, il y a des études en cours qui vont montrer tout ce qui est indispensable pour que ce marché soit construit, à savoir tous les matériaux de construction ainsi que le budget que cela va nécessiter. Une autre chose qui est en train d'être faite, c'est de chercher les fonds pour que le projet de construction du marché soit réalisé, car c'est un grand bâtiment qui sera bâti de façon moderne. Cela demande alors que tout soit fait avec une grande précaution, en cherchant les fonds nécessaires, avec des études à l'appui, pour que rien ne vienne empêcher la réalisation de ce projet. Vous avez tous vu que ce marché sera très moderne. Pourtant, le gouvernement burundais n'a cessé de donner des rendez-vous de l'exploitation de cet espace, des rendez-vous qui n'ont jamais été respectés. Eric Nyonzima nous en dit plus. Depuis 2014, une année après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura, le gouvernement de Gitega cessé de donner des promesses de l'exploitation du site de l'ex-marché central. En date d'ici décembre 2020, le Conseil des ministres a analysé parmi les propositions à l'ordre du jour celle de l'ABF, l'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF, de reconstruire l'ancien marché central de Bujumbura. L'ABF avait adressé une requête au gouvernement du Burundi à la dans le sens de construire un grand central commercial sur ce site. Le secteur bancaire propose un partenariat public et privé. Les actionnaires principaux devraient être les banques et établissements financiers. Dans tout ça, l'apport du gouvernement burundais devrait être retiré. Le 28 janvier 2017, Jean Bosco Nzwenimana, alors ministre des Travaux publics, avait indiqué que le gouvernement avait décidé que les travaux pouvaient commencer au cours de l'année 2017. S'il y a un change, nous avons décidé au niveau du Conseil des ministres que les travaux commencent cette année 2017. Jean Bosco Nzwenimana avait dit que si les ruines de l'ancien marché central allaient être érigées en mode de 5 niveaux, ainsi qu'un parking souterrain avait une capacité d'accueil de 300 véhicules. Le projet de prévalorisation du site de l'ex-marché central de Bujumbura remonte à 2014, mais le mémorandum d'entente pour la construction de ce marché a été adopté par le Conseil des ministres en septembre 2018. Les rêves gagnantes de ce marché étaient la société chinoise Xiangji Xiangjia International Engineering qui a gagné le marché, avait annoncé Prosper Ntagwamiye, alors porte-parole du gouvernement. Pour rappel, le marché central de Bujumbura a été brûlé le 27 janvier 2013. Entre-temps, le site où était implanté le marché central de Bujumbura se transforme de plus en plus à une véritable forêt. À part l'odeur nauséabonde que dégage ce lieu, les gens qui empruntent les sentiers des alentours craignent qu'il y loge des bêtes sauvages. Josiane Mouzanez. Il est actuellement difficile de croire que l'ancien marché central de Bujumbura a été jadis un lieu public et surtout un complexe économique. Tous les Burundais venus de toutes les provinces du pays, de même que les étrangers, s'approvisionnaient dans ce marché. Néanmoins, la brousse, les arbres et les herbes s'y développent en véritable forêt, comme celle de la Kibira, déplore ceux qui passent dans les parages. Il s'agit toujours d'une blouse sans précédent. Aucune activité n'y est exercée. Les arbres élancés y poussent comme des champignons et dépassent les tôles de la charpente. On dirait des peupliers. En fait, c'est une véritable forêt. Le constat ne se limite pas là. Non seulement une odeur nauséabonde s'y dégage, surtout lorsque le vent souffle, mais aussi des bêtes sauvages y auraient élu domicile, ce qui inquiète beaucoup
les passants. Des animaux sauvages ne manqueraient pas puisqu'il s'agit d'une forêt. Qu'est-ce que vous croyez? Des fois, il y est dégagé des odeurs dont on ne peut pas distinguer. Surtout car au vent soufre, on sent une odeur nauséabonde. De la jungle y est développée. Il s'y trouve des serpents et pitons, des chats et chiens sauvages. C'est toute une forêt au vrai sens du terme. Bref, il serait absurde d'expliquer que le milieu si haut décrit se situe au cœur même de la capitale économique. Place maintenant à l'espace réservé à l'invité pour clore notre journal au micro de notre consoeur Josiane Mouzaneza. La chercheuse en criminologie Nadine Nibigira revient sur la recrudescence de la criminalité qui ne date pourtant pas d'hier. Elle prodigue également quelques conseils aux Burundais afin que ce genre de crime soit éradiqué. J'ai envie de dire que chaque société a les délinquants qu'elle mérite, dans le sens où, dans une société donnée, quand il y a une bonne gouvernance, le respect des droits humains, la séparation des pouvoirs, la tranquillité, l'assurance du citoyen lambda, il est très facile de prévenir les crimes ou la criminalité de façon générale. Il est très facile aussi de punir, de sanctionner pour la prévention future de ce genre de criminalité. Mais ce qu'on constate au Burundi, c'est vraiment une sorte d'engrenage. Si je dis engrenage, je le parle dans le sens d'enchaînement de faits, de circonstances dont on ne peut pas se dégager. Il y a une sorte alors d'engrenage de la violence, de ce que moi je dirais une violence organisée, une criminalité organisationnelle, qui fait qu'il y ait toute l'impunité des crimes qui sont commis sur le territoire burundais. Pour rappel, si j'essaie de faire un rétro sur la criminalité que j'appelle organisationnelle sous le régime du CNDD-FDD, vous vous souvenez qu'en 2006, il y a eu l'arrestation de 31 civils membres du FNL qui ont été injustement, illégalement incarcérés dans le camp militaire de Mukoni. Et ces personnes avaient été raflées de juin à août 2006. C'était des personnes qui méritaient une justice équitable, mais qui ont été vraiment assassinés de façon cruelle. Je peux pas dire que tout assassinat ne fait pas mal, mais à voir comment ils ont été torturés et jeter leur corps dans la rivière, ça montre la cruauté incommensurable du système parce que ce sont des personnes vraiment qui ont été assassinées, qui ont été détenues illégalement par les forces de défense et de sécurité donc dans le camp de Mukoni. Vous vous souvenez qu'à travers ce que j'appellerais une parodie de justice, que le tribunal a condamné 3 militaires pour l'emprisonnement à perpétuité et 7 militaires pour l'emprisonnement de 10 ans, et le colonel Vital Banginama a été condamné par contumace à la peine de mort. Mais la face cachée de tout cela, c'est que le colonel Vital était déjà, je crois, caché quelque part pour que par après il puisse quitter le pays, revenir tête haute pour être remercié et promu dans des postes juteux. Cela marque en fait l'impunité totale. Cela montre aussi que les structures qui devaient protéger le citoyen lambda, qui devaient faire justice, c'est la même structure qui fait tout ce mal aux citoyens. Et un autre aspect qui illustre l'engrenage de violence au Burundi, c'est le non-respect de l'être humain, vivant ou non vivant, dans notre pays, le Burundi. L'exemple que je donnerai en premier lieu, c'est lorsque les militaires burundais sont morts sur le champ d'honneur, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, quand ils partent dans les opérations de maintien de la paix. Et lorsqu'on voit vraiment la place de ces personnes qui étaient en mission noble de maintien de la paix, lorsqu'ils meurent sur le champ d'honneur et que l'on voit comment il y a même des familles
familles qui ne sont pas indemnisées, il y a même des corps qui ne sont pas enterrés dignement, il y a même des familles qui ne sont pas communiquées sur la situation de leurs pour les enterrer dignement, pour faire convenablement le deuil selon Fred. Il est difficile alors de comprendre ou de s'attendre à de bonnes choses sur ce genre de structure étatique qui ne respectent pas les personnes comme les militaires qui sont en maintien de la paix. Un autre exemple qui montre le non-respect de l'être humain, c'est, si vous vous rappelez bien, ce qui s'est passé le 1er juillet 2015, lorsque les hauts dignitaires, entre guillemets, qui étaient bien assis avec des fanfares au stade de Prince Louis Guagasore, alors que à Mutakura et Chibitoke, les enfants du pays, même les plus jeunes jumeaux qui étaient à genoux et qui avaient fait relémer pour demander pardon qu'ils ne soient pas tués sauvagement et justement comme ça, étaient massacrés à bout portant, alors que les autres étaient en train de chanter à la place de l'indépendance. Cela montre en fait qu'il y a vraiment cette absence de prise de conscience, de respect de l'être humain. Il y a aussi la manifestation de l'absence en fait de l'esprit patriotique, de l'amour des gouvernés. Et cela aussi, c'est une marque d'une criminalité vraiment qui est à un autre niveau. Parce que c'est une criminalité en fait qui est bien structurée au niveau des structures qui devaient protéger la population. Alors, la solution dépendrait de la population, des citoyens lambda, de toute personne, de tout Burundais qui rêve avoir un pays paisible, avoir un pays rassurant. J'aimerais aussi dire que la fin dépendra aussi de la résistance. Si je dis résistance, je dis que chaque personne pourrait faire ce qu'elle peut pour empêcher ce genre de crime. C'est-à-dire quand il y a une personne qui est arrêtée injustement, illégalement, et souvent c'est ce qui se fait, c'est ce qui s'est fait. Si on essaie de voir ce qui s'est passé, ce que vous avez investigué sur ces 3 cas d'assassinat ciblés et qu'on trouve les corps dans les toilettes. Ça montre en fait que ce sont des gens qui ont été arrêtés alors qu'il y a des gens qui étaient à côté, qui ont vu même la plaque. La résistance commence par là parce que si ces personnes pouvaient empêcher la voiture de continuer, de prendre leurs amis, leurs voisins, ça c'est le début de la résistance. Alors, je dirais que la libération dépend de la somme de résistance parce qu'il y a la résistance différentielle, chacun résiste de sa façon, selon son domaine, mais je vous dirais que toute solution pour se sauver, pour résister, pour se libérer dépend des mêmes citoyens. Toute résistance a un début. Personne n'aura pitié de quelqu'un ou de quelqu'une ou de la population qui ne peut pas résister elle-même. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.